Quels sont les éléments de la PCR? Premièrement, il nous faut la séquence d'ADN qui nous intéresse, celle que l'on veut amplifier. On a ensuite besoin des amorces spécifiques de notre séquence, puis une ADN polymérase, les désoxynucléotides et enfin nos cations Mg2+. Maintenant, quelles sont les étapes de la PCR? On parle plus précisément de cycle de PCR. Chaque cycle est constitué de 3 étapes, dont la première est la dénaturation thermique de l'ADN. Ce procédé permet de passer d'un ADN double brin à un ADN simple brin, phénomène indispensable pour la suite de la manipulation. Cette étape se fait à une température de 95 degrés. La seconde étape est l'hybridation des amorces sur les ADN simple brin. La température est fonction des températures de fusion des amorces. On considère que la température d'hybridation est égale à la température de fusion, moins 5 degrés Celsius. Généralement, on se retrouve avec une température aux alentours de 60 degrés Celsius. Enfin, la dernière étape est l'extension des amorces, ou élongation. Le milieu est passé à une température de 72 degrés Celsius, celle-ci étant la température optimale d'activité de la plupart des ADN polymérases, et notamment la TAC. Sur ce schéma un peu plus précis, on peut voir la PCR en résumé. On voit bien en 1 l'étape de dénaturation, en 2 l'hybridation des amorces, et enfin en 3 l'élongation. Comment améliorer le rendement de sa PCR? Plusieurs paramètres interviennent. Premièrement, l'optimisation se fait au niveau du choix de l'enzyme. On travaille avec 2 types d'enzymes, celles issues de bactéries et celles issues d'archéobactéries. La TAC polymérase est issue d'une bactérie. Elle dispose d'une bonne thermostabilité ou thermorésistance. En effet, sa demi-vie est de 2 heures à une température de 92 degrés Celsius. De plus, elle dispose d'une activité exonucléasique 5'3'. Cette propriété est utilisée en PCR temps réel avec la technologie TACMAN. Tout comme la TAC, les enzymes issues d'archéobactéries ont une bonne thermostabilité. Ce qui les distingue des précédentes, c'est surtout leur activité exonucléasique 3'5', aussi appelée proofreading. Cette caractéristique leur confère une fidélité accrue lors de la polymérisation. On les privilégiera ainsi pour des applications de type clonage. Finalement, le choix de l'enzyme dépend surtout de l'application de la PCR que l'on souhaite faire. Sinon, les 2 paramètres qui vont réellement influer sur le choix de l'enzyme sont la vitesse de polymérisation et la fidélité. Une question importante. Quelle quantité d'enzymes utiliser? La concentration de la polymérase ne doit pas être trop élevée. Les enzymes en excès provoquent des bandes parasites et de l'inhibition de réaction. Le second paramètre important sera le choix des amorces. Ce sont généralement des oligonucléotides de 20 à 30 résidus. Elles doivent impérativement être complémentaires de la séquence matrice que l'on veut amplifier. Le pourcentage de GC ne doit pas excéder 50%. Enfin, il ne doit pas y avoir d'hybridation intra- et intermoléculaire. Pourquoi? Les séquences riches en GC et en structures secondaires posent problème pour la dénaturation. Et les hybridations des amorces entre elles et sur elles-mêmes réduisent le rendement de la PCR. Les derniers paramètres sont les concentrations en chlorure de magnésium et en nucléotides. Pour le Mg2+, on fait une gamme de chlorure de magnésium et on choisit la plus efficace. Et pour les désoxynucléotides, on met les DNTP en quantité égale de façon à éviter les incorporations erronées. De plus, il ne faut pas mettre trop de DNTP dans le milieu, car ils chélatent les ions Mg2+, et peuvent ainsi nuire à la polymérisation. Created using Powtoon.